Bonjour à tous, aujourd'hui petite présentation des deux livres de Peter Lynch, le célèbre investisseur aux résultats époustouflants. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Peter Lynch est un gérant de fonds de chez Fidelity qui a une performance moyenne de 29,2% par an de 1977 à 1990. En gros, il a multiplié le capital de quelqu'un qui aurait investi en 1977 par 28 en 13 ans. 28, pendant que le S&P 500 faisait x3. Presque 10 fois mieux, ce qui est plutôt correct, on va dire, avec aucune année négative en prime. Toute personne investissant en bourse rêverait d'avoir des perfs similaires. Comment a-t-il fait? Il nous dit tout dans ces deux livres. Dans le premier, et si vous en saviez assez pour gagner en bourse, Peter Lynch nous explique pourquoi nous pouvons réussir en bourse, nous les petits porteurs, par rapport aux pros, quels avantages nous avons sur les pros, comme par exemple le fait qu'il n'y a personne derrière nous. On peut sous-performer le marché pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que notre stratégie sous-performe à cette période, sans risquer de perdre notre boulot, sans risquer d'être jugé. On peut tranquillement investir, avoir nos idées, nos convictions, sans avoir peur du regard des autres. On peut aller sur des actions moins connues, des small cap, des mid cap, un gérant de fonds peu connu, parce que bon, évidemment, si vous prenez les meilleurs gérants de fonds, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous prenez Michael Burry, il change son portefeuille tous les 3 mois, il y a tout qui change et tout, parce que lui, il peut se le permettre. Il y a des gens qui le suivront, mais un gérant de fonds peu connu, il ne pourra pas se le permettre. Il devra pas prendre de risques. Parce que s'il va perdre 5% de performance parce qu'il a investi sur une small cap qui s'est craché, il va devoir expliquer ça à ses clients, à ce patron aussi. Et les gens quitteront son fonds tout simplement. Alors que vous pouvez très bien prendre des risques différents, pas forcément plus, mais différents. Vous ratez sur une action peu connue sans que c'est de préjudice, hormis la performance, mais vous n'allez pas vous faire virer. Vous gérez votre propre argent. C'est un gros avantage. Vous pouvez découvrir aussi des entreprises du quotidien. Vous imaginez bien que le gérant de fonds qui passe 8 heures par jour, 10 heures par jour dans son bureau à Wall Street, il ne rencontre pas en travaillant des entreprises. Vous, peut-être que vous travaillez, je ne sais pas, dans le BTP, et vous vous rendez compte que votre fournisseur est super intéressant, il a toujours les bons matériaux, le bon matériel, il vous livre rapidement. Ça pourrait être Thermador par exemple. Thermador est coté. Vous pourriez vous rendre compte que c'est un super fournisseur, aller l'étudier, alors qu'un gérant de fonds, Thermador, à part s'il fait un screener, il y a de grandes chances que Thermador ne rentre pas dans les cases parce qu'elle fait moins d'un milliard dans capitalisation. Donc moins d'un milliard, ça veut dire souvent peu de liquidité. Donc pour un gérant de fonds qui gère par exemple 1 milliard, si vous voulez mettre 5%, ça fait 50 millions. Il rachèterait, je crois que Thermador est à 700 millions. 7-8% de Thermador, c'est pas possible pour lui. C'est pas possible. Ça lui prendrait des semaines, voire des mois pour rentrer dessus. Ce n'est pas possible. Donc généralement, ils ont des tailles minimum critiques sur les actions. Autant dire que les petites capis, les moyennes, ça dégage. Et pourtant, il y a des très bonnes entreprises. Même si les marchés sont beaucoup plus efficients qu'à l'époque de Peter Lynch, avec des screeners, avec toutes ces choses, généralement, les entreprises qui vont se payer 5 fois les bénéfices, qui n'ont pas de dette, qui sont pas cycliques, vous en trouverez pas aujourd'hui. Ça va être compliqué, mais il y a quand même du potentiel. Surtout dans votre vie de tous les jours. Ça aussi nous le dit. On a un gros avantage, c'est dans la vie de tous les jours, on peut... je dis Thermador pour quelqu'un qui est dans le bâtiment, mais quelqu'un qui est dans le bâtiment, il peut aussi, si vous êtes dans le sud-est, artisan dans le bâtiment, vous allez peut-être faire vos courses entre guillemets, vous fournir en tout cas chez la SAMS. La SAMS, vous tapez sur Zone Bourse, elle est cotée. Si vous travaillez dans l'alimentaire, il y a de grandes chances que les emballages plastiques viennent de chez Guilin. Guilin, c'est coté en bourse. Ça veut pas dire qu'il faut acheter toutes les actions, évidemment, juste parce que vous travaillez avec, mais si vous vous rendez compte qu'ils ont un bon produit, qu'ils ont un bon service, pourquoi ne pas aller étudier l'entreprise? Peut-être qu'elle est cotée. Ou pas du tout, peut-être que c'est vraiment une petite entreprise, mais ça vaut le coup peut-être de surveiller. Peut-être qu'un jour elle grossira. Toutes les entreprises ont commencé quelque part. Elles ont commencé par être une petite avant de devenir énorme. Donc vous avez peut-être un avantage. Évidemment, si vous travaillez avec Air Liquide, tout le monde connaît Air Liquide, vous n'aurez pas d'avantage. Moi, je peux prendre un exemple. Dans mon travail, on doit expédier les palettes en froid, donc température contrôlée. Le seul transporteur dans notre région qui fait ça, c'est Steph. Et quand on discute, j'ai déjà discuté avec un de leurs transporteurs, ils me disaient qu'ils étaient les seuls
qu'ils étaient leaders en France et qu'ils se développaient en Europe. Un petit tour sur Zone Bourse, Steph est coté. Un petit tour dans le bilan, dans les chiffres, c'est une belle entreprise, gérée de manière familiale. Les salariés sont au capital. Donc tout le monde a intérêt que l'entreprise tourne. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir sur Steph, mais on peut faire des recherches. Ça peut être intéressant d'aller dans cette direction. Mais il n'y a pas besoin de travailler comme moi dans une entreprise qui a besoin de Steph. Peut-être que vous travaillez dans un supermarché, que vous voyez que les camions qui vous livrent, hormis les camions de votre magasin, par exemple si vous êtes à Leclerc, il y a les Leclerc qui fournit entre sa centrale et ses magasins, mais il y a aussi souvent des camions Steph. Vous auriez pu le remarquer aussi. Vous êtes un bricoleur du dimanche, ou vous connaissez des bricoleurs, demandez-leur où ils font leurs courses. Par exemple, par chez moi, c'est l'entrepôt du bricolage. C'est une filiale de la SAMS. La même qui fournit les artisans. Tout le monde en est content, ils ont des bons prix. Ça peut te pousser à s'intéresser à l'entreprise. Vous êtes intérimaire, votre boîte d'intérim est sur mon côté. Si vous êtes content de votre service, et que les entreprises qui travaillent avec cette entreprise d'intérim et sont contentes, c'est sûrement une bonne entreprise qu'il faut peut-être surveiller. Ah, tout ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment, mais voilà, c'est des exemples qu'il donne dans son livre. Je vous ai mis les chapitres pour vous dire aussi, il parle pas que de ça, il parle de plein de choses, comment traquer les 10 baggers, l'action parfaite, les actions qu'il évite, les bénéfices, la dette, tout ça. C'est très intéressant. Bon, c'est un livre plutôt pour les débutants. On va pas se mentir, c'est un livre plutôt pour les débutants. Mais si vous êtes intermédiaire, ça peut être intéressant à lire. Il y a beaucoup d'humour, il parle souvent avec humour. Je l'ai lu plusieurs fois, ça se lit très bien, c'est rapidement, il n'y a pas de termes techniques. Franchement, un débutant qui a écouté quelques vidéos déjà, qui s'est déjà renseigné un petit peu sur la bourse, le lira très facilement et se rendra compte que c'est plus facile peut-être qu'on ne le pense, la bourse. Attention, c'est pas facile, hein, évidemment, faut travailler, mais c'est peut-être plus facile qu'on ne le pense. Et nous aussi, on peut peut-être réussir dans le stock picking, plutôt que simplement, comme certains vous vendent, non, c'est impossible de battre le marché, achetez des ETF. C'est sûr que si vous achetez que des grosses entreprises, du Air Liquide, du Total, du LVMH, vous ferez la performance du marché. C'est logique, vous achetez le marché. Pour battre le marché, il faut faire des choses différentes. Vous ne pouvez pas espérer autre chose si vous faites la même chose que les autres. Un autre résultat si vous faites comme les autres. Encore une fois, c'est pas un conseil, hein, mais c'est ce qu'il explique. D'ailleurs, c'est son dernier chapitre. Ne faites pas comme tout le monde. Dans son deuxième livre, Battre Wall Street, il rentre plus en détail dans la gestion du fonds, comment il est passé de 20 millions, je crois, de gestion à plusieurs milliards, quand tout le monde lui disait que ça serait pas possible. Comment il arrivait à performer malgré la taille de son fonds. Parce que ça devenait le même problème que Warren Buffett, c'est-à-dire que pour performer, avec 20 millions, vous mettez 2 millions sur l'entreprise. Bon, ils n'ont pas le droit, je crois, en termes de position, c'est 5% max. Bon, après, ça doit dépendre des fonds, parce que j'ai l'impression que certains peuvent se permettre plus. En tout cas, à l'époque, ils ne pouvaient pas mettre plus de 5% de son fonds sur l'entreprise. Mais s'ils trouvent une petite entreprise, c'est souvent celles qui ont le plus de chances d'exploser. Vous pensez bien qu'Apple, qui pèse 3000 milliards, qui fait 400 milliards de chiffre d'affaires, pour doubler son chiffre d'affaires, il faut qu'elle vende 800 milliards. 800 milliards, on est 8 milliards. Ça veut dire que chaque année, il faut qu'elle vende 100 $ de produits par humain. Ça va être compliqué. Par contre, une petite entreprise qui fait 50 millions de chiffre d'affaires, pour multiplier par 2, il suffit qu'elle vende 50 millions de plus. En France, on va dire qu'on est 60 millions, on va dire 1 euro par tête, ça fera 2 € par tête. Vous imaginez, c'est bien plus facile. Après, ça dépend des secteurs, évidemment. Mais c'est bien plus facile, une petite entreprise, de grossir, de faire des multiples, par 10, par 20, par 100, que Apple aujourd'hui. Donc, avec un petit fonds, c'est plus facile de réussir qu'avec des milliards à placer. Parce que vous ne pourrez pas placer, s'il a 10 milliards à gestion, placer 500 millions sur une petite entreprise qui pèse 50 millions. Il a le droit d'acheter au mieux 2,5 millions de cette entreprise. Donc même s'il fait x10, 25 millions, ça pèse rien sur son fonds. Il parlait aussi de ses pépites qu'il a vues et celles qu'il a ratées, les bons coups, les mauvais coups qu'il a fait, les erreurs, tout ça. C'est très intéressant. Je vous mets aussi le sommaire avec tous les chapitres de son deuxième livre, pardon. Et il rentre vraiment plus en détail. Le livre d'ailleurs est plus gros. En tout cas, je vous recommande ces 2 livres, particulièrement comme j'ai dit si vous commencez en bourse. Si vous avez déjà, on va dire, des années de bourse derrière vous, ils vont rien vous apporter, mais ils sont intéressants à lire. La traduction est parfois douteuse, comme souvent avec Valeur Édition. C'est très bien qu'on ait des traductions, surtout quand on parle pas bien anglais,
mais c'est vrai qu'il pourrait faire un effort et relire. Parce que par exemple dans le premier, il y a tout un passage qui a été supprimé en fait. Et personne l'a vu, l'a relu, la phrase elle s'arrête en plein milieu et ça passe à autre chose. Personne n'a vu ça, ok. Alors, en espérant vous avoir donné envie de les lire. Et abonnez-vous si vous voulez plus de critiques de livres de ce genre. Et si vous avez déjà lu ces livres, de me donner votre avis en commentaire. À la prochaine.